Les Jeux Olympiques ont commencé à Paris et t'es sans doute pas passé à côté du film Sous la Seine, sorti récemment sur Netflix. C'est un film qui justement se passe à Paris pendant l'été 2024, une période à laquelle se tient dans la capitale un triathlon dont l'épreuve de natation aura lieu dans la Seine. Enfin, la référence aux Jeux Olympiques et aux actualités est à peine subtile. Sauf que forcément, un élément extérieur vient perturber cet événement. Il s'agit d'un requin. Oui, une espèce anormalement grande, traquée par des scientifiques depuis plus de 3 ans, vient d'être repérée dans Paris, au beau milieu de la Seine. Bref, tu te doutes bien que la présence du requin va grandement perturber l'épreuve de natation et qu'on va en apprendre plus sur sa présence et sur ses facultés. Bon après certes, le film c'est un peu du n'importe quoi. Il est même recensé en film d'horreur à cause du comportement des requins qui y sont juste représentés comme des bêtes assoiffées de sang. Enfin c'est un film quoi, donc normal. Mais pour autant, bien que ce soit évidemment une fiction volontairement extrapolée, on va quand même étudier scientifiquement certains aspects de son scénario. Une démarche qu'on va commencer en se questionnant sur la probabilité de retrouver un requin dans la Seine, puis qui se poursuivra avec la science de l'osmorégulation, donc le phénomène expliquant pourquoi une espèce marine est différente d'une espèce d'eau douce, et on finira par une analyse détaillée du plan d'action utilisé dans le film pour vaincre les requins, ce qui nous mettra sur la route du concept fascinant mais assez contre-intuitif que sont les explosions sous-marines. Enfin, ce film n'a aucun sens, et pourtant, on va voir qu'il y a quand même des trucs à en dire. C'est un épisode imprévu que j'ai fait en 3 semaines, mais quand même, aujourd'hui, spéculation. Imagine-toi posé sur un bateau dans la Seine, quand tout d'un coup, un requin. Bon ok, c'est pas un danger auquel on est confronté tous les jours, en revanche, imagine-toi maintenant dans un lieu public, te connecter au Wi-Fi et voir toutes tes données subtilisées. Ça c'est moins de la science-fiction, mais heureusement pour y faire face, il y a NordVPN. Tu connais déjà le service, tu double-cliques, tu te connectes à l'un des 6400 serveurs internationaux, et là tu peux naviguer en toute sécurité. Ton adresse IP est masquée, tes données de navigation sont chiffrées, et contre certaines menaces t'es protégé. Enfin les avantages sont nombreux, par exemple si tu te connectes en Australie, bim, t'es plus qu'à un clic de Rick et Morty saison 7. D'autant qu'à présent, NordVPN propose un nouveau service. Ça s'appelle Saily et c'est une application qui centralise des offres eSIM pour plus de 150 pays. Le concept, t'installes ta carte SIM virtuelle en quelques clics sur ton téléphone et dès que t'arrives à destination, t'as des données mobiles pour utiliser internet. Bref, avec mon offre spéciale que tu retrouveras en description, pour la souscription à 2 ans de NordVPN, tu gagnes 4 mois gratuits et jusqu'à 20 Go de data à utiliser sur Saily. Utilise donc mon lien pour ce deal satisfait ou remboursé sous 30 jours. Merci à NordVPN, on peut en revenir à nos requins. Pour commencer notre étude sur la plausibilité du scénario des requins dans la Seine, faudrait d'abord comprendre comment il pourrait s'y rendre dans Paris notre fameux requin, parce que la capitale est quand même bien dans les terres sur la map. Mais heureusement pour nous, entre Paris et l'océan, il y a la Seine, donc potentiellement on a bien un chemin pour que des espèces marines se faufilent jusqu'à la capitale. Mais après faut bien comprendre que sur ce chemin, il y a plein d'embûches, il y a des écluses, enfin le passage n'est pas si simple. Admettons que par miracle il réussit à passer les écluses. Qu'est-ce qu'il viendrait faire à Paris ? Mais j'en sais rien moi. Pourtant, des espèces insolites dans la Seine, on en a bien retrouvé récemment. C'est-à-dire que rien qu'en mai 2022, une orque avait pénétré dans la Seine presque jusqu'à Rouen, comme on peut la voir sur ces vidéos amateurs. Mais malheureusement, elle finira par s'éteindre après presque 15 jours passés dans le fleuve. Elle serait visiblement morte de faim et l'autopsie révéla également qu'elle avait pris une balle dans la tête quelque temps plus tôt. Puis suite à cette histoire, tout juste 3 mois plus tard, en août 2022, c'est cette fois-ci un beluga qu'on a retrouvé dans la Seine. Et ce dernier est allé encore plus proche de Paris que l'orque, puisqu'il terminera son parcours à Notre-Dame de la Garenne. L'animal fut également retrouvé très amaigri, et malgré la tentative de mission de sauvetage qui fut opérée, il finit par s'éteindre, malade et affamé. Pour information, le plan qui échoua avait pour objectif de soulever ces 900 kg avec un filet, pour ensuite le placer dans un camion réfrigéré et le remettre en mer, afin qu'il puisse rentrer dans son habitat naturel, dans l'Arctique. Oui, il avait migré bien loin de chez lui pour se retrouver là où il était. Et une des hypothèses émises fut celle que son sonar, qui lui sert à se repérer, était endommagé. Normalement, la tête de Bailey émet des ultrasons et l'écolocalisation lui permet de repérer des objets à distance. Mais apparemment, monsieur n'est pas encore guéri. Ok, donc là c'est sûr que tu parles de moi. Enfin voilà pour le beluga, et il y a d'ailleurs une référence à ces 2 événements dans le film. Mais pour l'orque et le beluga, vous vous êtes pas posé la question, non ? Avec ces 2 histoires, on se rend donc compte qu'un chemin pour que des requins s'infiltrent dans la Seine, on en a théoriquement un. Son tracker a flashé dans le port du Havre il y a 3 semaines. Et après, elle a remonté la Seine.
Mais comme on a pu le voir avec nos deux exemples, ça semble compliqué pour une espèce qui vient du large de survivre bien longtemps dans la Seine. Déjà parce que l'espèce finit toujours affamée, mais aussi parce que de base, sauf quelques exceptions, les requins sont des espèces qui vivent dans l'eau de mer et qui physiologiquement ne peuvent tout simplement pas s'adapter à l'eau douce. Non, mais elle peut pas survivre en eau douce. En effet, l'espèce de requin dans le film, c'est un requin mako, à savoir le plus rapide des requins, pouvant aller jusqu'à 70 km/h, mais le mako, c'est surtout une espèce qui vit exclusivement en eau de mer, et principalement dans des eaux tropicales. Donc son adaptation à l'eau douce de la Seine paraît compromise. Tu vois, ça, ce sont les capteurs qui leur permettent de s'adapter à la salinité de l'eau. Et tu vois cette petite excroissance-là, ça montre qu'ils se sont adaptés à l'eau douce. Ce qu'on va donc chercher à faire à ce stade, c'est trouver ce qu'il faudrait à notre requin pour qu'il puisse effectivement s'adapter à l'eau douce. Et ça va être très intéressant. Quand on regarde la carte de répartition des requins mako, on s'aperçoit que ces derniers peuvent effectivement se retrouver à proximité de la côte bretonne. Leur présence en eau salée à proximité du Havre est donc plausible. Cependant, comme on l'a dit, c'est la transition vers la Seine qui pose problème. Ce qui déjà est évidemment dû à la différence de climat par rapport aux besoins des makos, mais qui est tout autant une question de type d'eau, puisque dans la Seine on retrouve de l'eau douce, or on l'a dit, notre requin il lui faut de l'eau salée. Il a besoin de ça pour être à l'équilibre avec son écosystème. Voilà pourquoi, afin de mieux comprendre ce problème et tenter de le résoudre, va falloir parler d'osmorégulation, à savoir le phénomène qui explique pourquoi un poisson d'eau douce ne peut vivre qu'en eau douce et un poisson d'eau de mer seulement en eau salée. C'est-à-dire qu'en eau douce, factuellement, le poisson aura une concentration propre en sel plus importante que celle de son milieu extérieur, qui n'est que très peu salé. Or, faut faire une parenthèse, puisque quand on parle d'eau salée, il y a un phénomène chimique indispensable à prendre en compte, c'est le processus d'osmose. Pour décrire ce phénomène, commençons par imaginer qu'on met une paroi imperméable qui va séparer notre eau en un milieu peu concentré en sel et un autre très concentré en sel. Puis, considérons à présent que cette paroi, cette membrane, devient semi-perméable. On va alors observer que l'eau a tendance à se déplacer vers le milieu le plus salin, et ce jusqu'à atteindre un équilibre en concentration entre les deux compartiments. Maintenant, faut imaginer que ce phénomène naturel, il a des conséquences pour notre poisson d'eau douce, puisqu'on a dit que ce dernier était plus concentré en sel que son milieu extérieur. Ainsi, par analogie à ce qu'on vient de décrire, en voyant la peau du poisson comme la membrane décrite précédemment, eh bien l'eau, qui a tendance à être attirée par les milieux plus concentrés en sel, va pénétrer son corps, ce qui va comme par magie contribuer à son hydratation. En gros pour lui, l'osmose c'est bénef, il a même plus vraiment besoin de boire pour s'hydrater. Toutefois, on peut quand même signaler que pour maintenir son équilibre normal, donc entre autres pour assurer le bon niveau de sel dissous dans ses fluides internes, eh bien le poisson d'eau douce devra quand même s'auto-réguler avec des mécanismes complémentaires. Il pourra par exemple compter sur la production d'enzymes qui régulent son niveau interne de sel, ou encore expulser le surplus d'eau qui rentre pour ajuster ses concentrations. Maintenant qu'on en a fini avec l'eau douce, passons aux poissons d'eau de mer, où c'est une autre histoire. En effet, cette fois-ci, la concentration en sel du milieu extérieur est importante. Elle est donc supérieure à la concentration propre que l'espèce doit maintenir pour rester en vie. Ainsi, l'eau aura cette fois-ci tendance à s'échapper du corps du poisson. Un problème que l'espèce concernée réglera en buvant de l'eau salée, une action qui augmentera donc sa concentration en eau et en sel, ce qui explique qu'il aura aussi besoin de se réguler et ainsi d'exclure l'excédent de sel dont il n'a pas besoin. Enfin voilà, avec cette synthèse des processus d'osmorégulation, qui est certes assez approximative et bien trop générale, vous comprenez là où je veux en venir. Un animal d'eau douce et un animal d'eau de mer, c'est fondamentalement différent. Toutefois, on peut quand même préciser que certaines espèces peuvent évoluer dans les deux milieux. Typiquement, le beluga possède cette capacité de réguler son équilibre osmotique entre l'eau douce et l'eau salée, ce qui lui permet de tolérer des changements dans la salinité de son environnement. Mais pour un requin mako, une adaptation à l'eau douce est impossible. Pour tout plein de raisons, mais entre autres pour cette question d'osmorégulation. Enfin, tout ça, c'est super, mais quand même, nous, on veut un scénario avec un requin en eau douce dans Paris. Et qui plus est, un requin qui soit hostile à l'homme, afin de vraiment coller aux scènes du film. Eh bien, je vous l'annonce, en cherchant parmi toutes les espèces, il semble n'y avoir qu'un seul profil de requin qui colle un peu à nos deux critères. Il s'agit du requin bulldog, qui est d'ailleurs cité dans le film. On se disait justement que, vu que le requin bulldog il ferait en eau douce, c'est pas complètement C'est un impossible. mako.
En effet, vis-à-vis du premier critère, le requin bulldog est un poisson euryalin, c'est-à-dire qu'il peut adapter son osmorégulation à la salinité de l'eau. Il est ainsi capable d'évoluer en eau douce. Puis pour notre deuxième critère, d'après ces données de l'ISAF, le requin bulldog est la troisième espèce la plus impliquée dans des attaques à l'égard des hommes. Il arrive juste derrière le grand requin blanc et le requin tigre. Bref, le requin bulldog est théoriquement notre meilleur candidat pour coller au scénario, bien qu'il ait toujours les mêmes failles que précédemment. Enfin, on se rend à l'évidence, la plausibilité scientifique de cet événement est nulle dans notre monde. Voilà pourquoi même dans le film, il ne cherche pas à donner d'explications, et il décide de partir sur une toute autre justification. Je me suis trompée, c'est pas des macos. Ils se sont adaptés. Lilith est la première d'une toute nouvelle espèce. Oui, c'est à ce moment-là qu'on part dans un délire un peu science-fiction. On fait en fait l'hypothèse d'une espèce ayant évolué, ce qui expliquerait qu'elle est devenue hyper agressive, que sa taille moyenne a presque doublé, qu'elle est sujette à un phénomène de croissance accélérée, qu'elle est capable d'autoreproduction, ou enfin qu'elle peut s'adapter à l'eau douce donc. Oui, Sophia, t'avais raison. À cause du dérèglement climatique et de la pollution, ils ont complètement changé de comportement. Elle s'est perdue ici et maintenant elle cherche juste à survivre. En effet, il semble que ce soit à cause de la pollution humaine, et particulièrement des microplastiques, représentés dans le film par un 7e continent, que le requin mako a vu ses caractéristiques physiques et comportementales changer. Et si on devait dire quelque chose de cette idée, certes, le concept d'évolution d'une espèce pour s'adapter, c'est une des bases de la théorie de Darwin, enfin ça fait sens, mais quand même, de telles adaptations en un laps de temps si court, c'est largement irréaliste. Donc déjà, plutôt que de parler d'évolution, on préférera ici parler de mutation. La mutation subie par une espèce à cause d'une influence extérieure trop significative. Bref, là encore ce scénario est largement improbable, mais c'est celui que le film utilise pour expliquer son univers. Et c'est d'ailleurs bien ces mutations qui expliquent aussi le comportement ultra hostile des requins vis-à-vis des hommes dans le film. Parce que c'est toujours bon de le rappeler, la partie la plus invraisemblable de Sous la Seine, c'est quand même le comportement décrit des requins à l'égard des hommes. Ils y sont présentés comme archi-hostiles et instables, alors qu'en réalité, la vie c'est pas Hungry Sharks. Les attaques de requins sur les humains sont plutôt rares, et quand elles surviennent, c'est quasi systématiquement le résultat de curiosité ou de confusion, plutôt qu'une intention volontaire de prédation. Mais bon, on comprend très bien pourquoi le film exacerbe ça. C'est pour cette même raison qu'on le regarde après tout. Maintenant, pour en revenir à notre objectif du requin dans Paris, pour continuer la vidéo, on va se dire que c'est bien des requins mako mutants qu'on retrouve dans la scène. Et justement, va falloir s'en débarrasser en faisant tout péter comme dans le film. Il est l'heure de la partie finale, où on va essayer d'en apprendre plus sur les mutations de cette espèce, mais surtout où on va étudier en détail le plan d'action mis en place pour l'éliminer de la scène. Un plan qui consiste à déclencher des explosions sous-marines, concept très intéressant puisqu'assez contre-intuitif. À ce stade, on admet donc qu'on a notre requin dans la scène et qu'on est dans la configuration du film. Attends, mais par contre, comment ça, il y a des dizaines de requins dans Paris maintenant? Il s'est passé quoi? Mais comment t'expliques ça? Lilith se reproduit par parthénogenèse. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle a pas besoin de mâle. Oui, avant de parler d'explosion, je voulais revenir rapidement là-dessus. Il se trouve que notre requin mako mutant s'est reproduit par parthénogenèse, un phénomène qui existe bel et bien dans notre monde. C'est-à-dire que certaines espèces isolées peuvent effectivement, dans des conditions particulières, donner naissance sans avoir besoin d'être fécondées. C'est plutôt connu chez les insectes, mais on peut aussi le retrouver du côté des reptiles, ou encore donc chez certains requins, comme le requin marteau, pour lequel ce phénomène a déjà été observé dans un zoo. Mais donc, pas chez les requins mako a priori, et surtout, pas avec une gestation qui en quelques jours donne naissance à une énorme portée comme celle-là. Enfin, on cherche la petite bête, mais ça nous permet de mieux comprendre la mécanique du film. Ils prennent des facultés isolées de certaines espèces de requins, ils les exacerbent, et ils en font un trait principal de leur requin mutant. Sur ce, on va terminer la vidéo en décryptant la manière dont ces requins mutants vont justement être éliminés de la scène. Le nid doit être là, dans cette crypte. Juste en dessous de la salle des catacombes. Une fois dans la crypte, on dépose les explosifs pour que tout s'effondre d'un bloc. Oui, dans cette présentation digne du professeur de la Casa de Papel, on en apprend un peu plus sur le plan d'action infaillible mis en place. Ce plan, il est simple. On va d'abord attirer les requins dans une grande salle sous-marine des catacombes de Paris, puis on va tout faire péter avec des explosifs déclenchés sous l'eau. La première étape, c'est donc d'attirer les requins ici. Et si les requins sont pas là, on fait quoi? J'utiliserai un propagateur d'infrabasse.
Ça va attirer les requins et les garder dans la crypte le temps que vous déposiez vos explosifs. Le personnage de Sofia suggère en effet de générer des infrabasses depuis l'endroit ciblé pour y attirer les requins. Les infrabasses, c'est des sons très graves, situés donc proches de la limite basse du spectre audible pour les êtres humains. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas de raison particulière que ce move attire des requins, mais on imagine qu'ils ont fait ce choix parce que le spectre d'audition des requins est justement sensible pour ce type de son grave. Et aussi parce que l'ouïe est l'un des sens dont la portée est la plus étendue chez cette espèce, comme on peut le voir sur ce schéma. Un schéma qui nous montre d'ailleurs toutes les autres facultés assez impressionnantes que peuvent utiliser les requins pour repérer leur proie, à base de détection de champs électriques grâce à leurs ampoules de Lorenzini, de mesure des variations de pression grâce à leurs lignes latérales, ou encore d'un sens de l'odorat assez aiguisé. Enfin encore une fois, on sent la volonté de partir d'une faculté de l'espèce et de la détourner un peu pour le film. Bref, considérons à ce stade qu'on a attiré les requins dans la zone cible. On passe alors à l'étape 2 du plan, qui consiste à tout faire péter sous l'eau. Pour cette mission, il semble alors que les plongeurs utilisent une sorte de C4 adapté pour fonctionner dans des environnements sous-marins. Et à ce stade, j'aimerais donc qu'on se questionne sur les dégâts produits par une explosion sous-marine. Parce que par exemple, une balle tirée sous l'eau, elle semble stopper assez rapidement, et beaucoup moins menaçante que tirée sur Terre. Donc pour une explosion, ce serait pareil, non ? Bah pour introduire le sujet, on va commencer par poser un dilemme auquel on répondra à la fin. Imagine, t'es au bord d'une piscine, il y a une bombe qui va exploser dans l'eau et une autre vers toi sur Terre. Dans cette situation, tu plonges ou pas ? Je te laisse réfléchir, mais pour y répondre, on va commencer par schématiser notre explosion chimique. Pour ce faire, faut d'abord se dire qu'on a une source d'énergie condensée, qu'une réaction chimique s'y produit, et qu'ainsi, toute l'énergie est libérée. Puis à ce moment-là, ce qui va causer des lésions à la victime de l'explosion, bah ça se sépare en 3 catégories principales. Il y a déjà ce qu'on appelle les lésions secondaires et tertiaires, celles qui sont dues au souffle de l'explosion, aux projectiles potentiels, à la chaleur, enfin toutes sortes de choses dont on ne va pas parler parce que ça a surtout un impact dans l'air et que nous, la finalité, c'est d'étudier ce qui se passe sous l'eau. Voilà pourquoi ce qui va nous intéresser, c'est la composante principale de l'explosion, à savoir l'onde de choc qu'elle libère, qu'il faut en gros voir comme une onde de surpression qui va se répandre depuis la source tout autour de cette dernière, comme si une ligne de très forte pression se déplaçait depuis la source. Or une telle surpression sur un corps, ça peut faire très mal selon son intensité, comme on le voit avec ce tableau. Ça peut largement être létal. Parce que oui, il faut bien comprendre que quand l'onde de choc incidente arrive sur un obstacle, une petite partie est certes réfléchie, mais la plus grande partie se répand dans l'obstacle sous 2 formes principales. De 1, les ondes de pression qui arrivent à grande vitesse et qui ont un pouvoir de brisance élevé, et de 2, les ondes de tension ou de déchirement, qui elles ont des vitesses plus faibles mais qui peuvent tout autant faire des dégâts. Enfin, tu comprends bien que si cet obstacle c'est le corps d'un être vivant, bah ça peut faire très mal à ses organes. Alors ok, c'est clair, mais du coup, est-ce que ces lésions primaires dues aux ondes de choc, elles seraient pas largement atténuées dans l'eau ? Bah, faut comprendre que dans la propagation d'une onde de choc, il y a plusieurs facteurs qui influencent les dégâts engendrés. Déjà, il y a évidemment la distance, c'est-à-dire que l'amplitude de la surpression engendrée va diminuer avec le temps. Par exemple, en milieu ouvert, 1 kg de TNT, c'est une surpression de 1200 kPa à 1 mètre, et c'est plus que 280 kPa à 2 mètres. Mais un autre facteur essentiel à prendre en compte, c'est le milieu dans lequel cette onde de choc va se propager. Parce que ce soit dans de l'air ou dans de l'eau, le résultat sera bien différent. En effet, l'eau est 800 fois plus dense et surtout 10 000 fois moins compressible que l'air. Voilà pourquoi dans l'eau, l'amortissement de l'onde de choc sera largement plus faible. C'est-à-dire que du fait de son incompressibilité, l'eau ne peut pas absorber l'onde de choc de la même manière que l'air le fait. Donc cette dernière conservera sa puissance sur une plus grande distance, et surtout, elle passera directement à travers le corps, qui est lui aussi principalement constitué d'eau. Voilà comment une telle explosion sous-marine pourrait causer de graves dommages internes sur les organes, et particulièrement ceux à contenu gazeux, qui contiennent donc de l'air compressible, comme les poumons, les tympans ou le tube digestif. Pour information, dans les références du document scientifique qui m'a servi de source principale, j'ai même trouvé un autre article qui précise que, à détonation équivalente entre l'air et l'eau, la létalité d'une explosion sous-marine serait 3 fois plus grande que celle d'une explosion en plein air. Bref, avec tous ces éléments, on comprend pourquoi des explosions sous-marines pour chasser les requins dans Paris, ça a effectivement du potentiel. C'est pas pour rien qu'il existe malheureusement des techniques de pêche comme le blast fishing. Et à présent, on peut donc répondre au dilemme introduit plus tôt. Visiblement, dans la situation des 2 bombes, il vaudrait donc mieux rester au bord de la piscine et se coucher pour limiter les dégâts. Une mise en situation qui était bien sûr une référence à la vidéo de Mark Rober sur ce sujet. Mark Rober étant un youtubeur scientifique américain.
À la fin du film Sous la Seine, d'un côté, malgré l'exécution du plan d'action, la menace des requins n'est pas éliminée, et de l'autre, la course dans la Seine a bel et bien lieu, ce qui évidemment va tourner à la catastrophe. Oui, ça part complètement en sucette, à tel point que les tirs destinés aux requins provoquent une réaction en chaîne avec les obus se trouvant au fond de la Seine, que tout finit donc par exploser en mode bouquet final, et que Paris se retrouve alors complètement submergé. Puis on voit même dans le générique de fin que la menace des requins mutants se répand ensuite au monde entier. D'ailleurs, je savais pas où caser ça, mais même l'histoire des obus retrouvés par des pêcheurs alémans amateurs dans la Seine, donc ce qu'on voit dans le film, ça fait aussi référence à une actualité qu'il y avait eu dans Paris, où on avait retrouvé 150 obus dans la Seine près des quais d'Austerlitz, et où c'était justement des amateurs de pêche alémans qui avaient trouvé les premiers. Enfin, pour conclure, malgré tout ce qu'on peut reprocher au film, j'ai quand même passé un bon moment devant et j'ai bien aimé toutes ces petites refs à l'actualité. Sur ce, je vous rappelle que le deal de NordVPN vous attend en description. Il vous offre 20 Go sur Saily et 4 mois offerts pour toute souscription de 2 ans. Merci à eux de soutenir la chaîne. Et je sais que j'ai pas à me justifier avec les sponsors, mais sachez que c'est de l'argent que j'utilise entre autres pour que des gens m'aident à travailler plus vite et mieux. Allez, profitez bien de votre été, c'était Gotabor, out.